Bonjour tout le monde. En fait, moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'on est arrivé au bout d'un travail qui a duré 1 an. Depuis avril 2013, où, en tant que responsable et rédactrice en chef de la revue de Orange, j'avais décrété qu'on travaillerait un peu plus sur la traduction. Donc, Joël Gauthier, enthousiaste, Alice qui est en France, et on s'est mis tous ensemble, on a été voir nos collègues à Concordia, on s'est dit, bon, le prochain de Orange, ça sera un concours, et on va vouloir avoir ces traductions donc, des œuvres médiatiques. Donc je vais y revenir, mais pourquoi je veux commencer en parlant de collaboration, c'est réellement un travail de longue haleine, ne serait-ce que de monter une revue médiatique en ligne, de la faire en français, d'en faire sa promotion et d'arriver donc depuis le début, c'est quand même quelques années plus tard, à avoir une nouvelle version et d'avoir réussi avec Figura à l'UQAM, et à Concordia, de vraiment commencer un travail qui s'est élaboré aussi du côté de Paris 8. Et de se rendre compte qu'on était rendu un peu plus loin dans cette littérature et nouvelle technologie, qui était devenue littérature médiatique, numérique, et de se poser la question, en tant que comparatiste que je suis quand même, c'est mon chapeau de départ, quel est ce canon culturel, quelle est cette littérature que nous sommes en train de former, et si je suis pour faire un canon, eh bien, je vais devoir traduire. C'est vraiment, comme je l'ai écrit, telle la conception comparative de la littérature mondiale et la conception des littératures par le canon. Je suis partie de l'idée que pour faire connaître une littérature et lui donner une reconnaissance d'une discipline, il faudrait partir du principe que pour faire connaître, il faut passer par le processus de traduction. Mais vous, la plupart ici, sont en traduction, et vous avez déjà cette conscience-là. Moi, j'y allais à partir de la comparative qui se dit qu'il faut que je crée ce canon culturel. Donc, je voulais faire circuler les œuvres. La littérature numérique a ceci d'innovateur qu'il faut encore la découvrir et la faire connaître. Mais ça fait maintenant presque 20 ans qu'on y est. Donc là, si vous voulez la faire connaître, à un moment donné, il faut aboutir. De plus, elle est déconcertante. Évidemment, cette idée de littérature déconcertante, je la prends à Dominique Viard et Bruno Mercier, qui ont commencé en 2005 et avec leur réédition en 2008 dans la littérature française au présent, à nous expliquer que donc dans les visions de la littérature, il y a celle qui était déconcertante et qui cherchait à déplacer les attentes du lectorat. Je cite donc Viard et Mercier, c'est une littérature qui déplace l'attente, qui échappe au prêt-à-penser culturel. Elle s'extrait du simple régime de la consommation. L'enjeu de ces écritures, c'est de déranger. Et si c'est de déranger, cette nouvelle écriture serait donc impossible de faire apparaître de nouvelles significations en conservant les formes anciennes. Malheureusement, dans l'ouvrage quand même canonique de Viard, les seuls qui sont dans une littérature contemporaine déconcertante que nous pourrons reconnaître en littérature numérique, c'est François Bon. Et on sait très bien que du côté des supermédias, François Bon ne va pas se situer dans notre jardin. C'est un travail d'éditeur, c'est un travail de texte à l'écran, mais pas du tout de la même façon que les œuvres médiatiques ont été pensées. Et à chaque fois que François Bon vient ici, il nous le dit bien, ce que vous faites du côté du supermédia, ça, c'est pas mon truc. Donc, quand ce manuel de Viard est là pour nous parler de littérature déconcertante et nous montre juste un François Bon et le diable, et qui finissent en disant, bon, François Bon était pour eux encore donc seulement un relais d'information et de critique littéraire, je suis là avec un manuel de littérature contemporaine déconcertante et je me dis, bon, c'est pas tout à fait ça que moi je reconnais en tant que littérature hypermédiatique. Mais j'aimerais garder ce terme de littérature déconcertante parce qu'effectivement, ça nous amène à des nouvelles pratiques de lecture et d'écriture.
Mais je crois que c'est à nous d'amener ce déconcertant qui était dans ce manuel-là un peu plus loin. Donc, j'en viens à Bleu Orange. Pour ceux qui connaissent un peu moins la revue, donc je l'ai dit tantôt, on a commencé en 2008, nous sommes rendus au 7e numéro, un numéro sur la traduction, et le but, c'était donc de publier une fois par année des nouvelles œuvres originales en français. Il ne faut jamais oublier que pour nous, c'est d'être unique dans le monde francophone et de se donner la mission de découvrir cette forme de littérature. Au départ, on s'était dit, bon, pour la faire connaître, il va falloir aussi prendre les grandes œuvres qui sont majoritairement en anglais et commencer à en traduire. Donc, en tant que vrais amateurs, on a commencé ces traductions. La plupart de ces œuvres étaient des œuvres qui étaient faites en flash. Pour revenir au travail qu'Arnaud vient de nous présenter, on est dans le travail de Michael Joyce et Afternoon, on est dans une autre génération du code. Et en t'écoutant, je me disais bien que finalement, ce transcodage qui avait été à l'œuvre dans votre traduction, parce que c'est quand même, il faut le souligner, la plus grande œuvre pour l'instant, l'œuvre canonique, c'est quand même Afternoon. Donc, quand on a la personne parmi nous qui est là, qui a traduit Afternoon, Arnaud s'est inscrit dans ce canon culturel en le faisant. Il fallait le faire, ça n'avait jamais été fait, tout le monde l'attendait, et c'est pour ça que je parle aussi de collaboration, puisque l'idée, c'est qu'on puisse maintenant travailler sur ce modèle de traduction et de se dire, bon, que les autres aussi, on va arriver à les traduire. Donc nous, on s'adressait à des auteurs qui ont écrit en flash, et on avait une certaine connaissance donc de ActionScript et de Flash. On s'est retrouvé au fil des années à ne pas avoir les mêmes versions de Flash, ne pas avoir la même version d'ActionScript. Et je vais vous donner un tout petit exemple aujourd'hui où moi-même, je ne pouvais pas traduire ce qui n'avait pas été traduit par l'étudiant dans le cadre donc, du concours Bleu-Orange, parce que je n'avais pas la bonne version. La version sur laquelle il travaillait, Stuart Northrop, était trop vieille par rapport à ce que j'avais. Donc, j'étais moi-même dans une situation où il y avait une partie qui avait été traduite par lui en utilisant Google Translate. Et Joël et moi, moi j'ai fait un premier jet, j'ai dit, bon ben là c'est trop proche de l'anglais, reprends-le parce que j'y arrive pas. Et on voyait bien que donc passer par cette traduction numérique qui est Google Translate faisait que j'aurais dû repasser dans le ActionScript et le rentrer, mais je ne pouvais pas. Donc il fallait que je m'adresse à nouveau à l'auteur pour dire, bon ben fais-le à ma place. Donc il y a aussi ça, cette contrainte. Je ne suis plus avec un texte que là je suis en train de traduire et je remanie. Je suis aussi obligée d'aller voir l'auteur pour lui dire, ben, toi tu as transposé dans tel langage et moi j'ai un problème et donc tu dois m'aider. Dans le cadre du concours Bleu-Orange, les 7 œuvres, et je vais laisser donc une équipe parler d'une des œuvres et comment eux ils ont travaillé sur donc Living Will de Mark Marino, donc ça j'y reviendrai pas, mais j'ai quand même une petite annonce à faire aujourd'hui parce qu'il y avait une œuvre qui n'avait pas encore été finie, c'était celle-ci, Empreinte radio, qui a été donc traduite par un de vos collègues à Concordia, Stéphane Sobanski, et il y a eu du retard pour cette œuvre-là parce que justement Stéphane avait juste traduit la textualité et qu'il y avait donc dans les œuvres hypermédiatiques, texte, son et image, plein de couches qui devaient encore être faites. Donc quand on est face à « je vais traduire », on oublie le travail d'équipe des fois. Et vous allez en parler de ça, parce que vous avez attaqué le code. Stéphane ne l'a pas fait. Donc on se retrouvait avec finalement le texte et quand on rentre dans Empreinte radio, on entend maintenant une voix qui est une voix synthétique. Parce que qu'est-ce que Stuart Northrop a fait? Il a repris les textes traduits par Stéphane et il les a foutus dans une voix synthétique qui reprend donc ce texte-là. Tandis que l'œuvre d'origine est une œuvre avec une voix. D'acteurs. Pour les images, il n'y a pas trop de soucis, on peut les laisser telles quelles. Dans le cas bon,
ça c'est des choses qui arrivent, de l'œuvre. Donc, il y a celle de Marc Marino dont vous allez parler, mais celle de Trois rails sous tension, qui est de Nick Montfort, Roderick Coover et Scott Redberg. Là, ils ont vraiment fait appel pour la voix à des gens qui ont relu le texte en français. Et ce qui était étonnant aussi, c'est je ne savais pas que Serge Bouchardon faisait partie de l'équipe. Hein, et quand j'ai écouté la première version de la traduction avec les trames sonores, j'ai fait « Ah ouais, c'est la voix de Serge ». Donc, on n'avait pas fait appel à des acteurs ou des gens qui font du théâtre, mais on avait quand même pris des gens qui sont dans l'hypermédia et qui connaissent ce travail-là pour faire la traduction sonore. Dans le cas de l'œuvre qui a été traduite par les étudiants de Poitiers, ils ont décidé de ne pas toucher du tout à ce qui était le sonore de l'œuvre. Donc, on reste dans l'anglais, dans le multilinguisme, tandis que le texte, lui, qui est lu à l'écran, est passé vers le français. Ces exemples, je vous les nomme pour montrer justement ces différentes couches qui existent déjà dans les œuvres hypermédiatiques, mais qui sont à l'œuvre dans les traductions. On dirait que cette hypertextualité des différentes couches se retrouve dans un multilinguisme, finalement, de l'œuvre hypermédiatique. Et vous montrez donc, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est juste de voir, voilà, c'est ça. Joël et moi avons terminé donc ce mois-ci un cahier virtuel sur le site du NT2, l'expérience sur la traduction. Et Joël a fait une entrevue avec Martine Nedam, qui est l'auteur de Mouchette, une des autres œuvres canoniques de l'art web, qui représentait donc une petite fille francophone vivant à Amsterdam, qui était sur les réseaux Move et qui dialoguait avec des internautes. Et Joël a donc fait l'entrevue suite au colloque de l'ILO en septembre, parce que, comme j'ai dit, le travail a commencé en avril l'année dernière, mais c'est depuis, on s'est revus tous à Paris, et maintenant on se revoit ici à Montréal, sur cette question donc, de la traduction des hypermédias. Et Martine Nedam était dans la salle à Paris et a pris la parole, et je ne vais pas, vous aurez l'occasion d'aller lire l'entrevue que Joël avait fait avec elle. Je veux juste lire un extrait parce que ça concerne cette idée du multilinguisme et de ce qu'elle appelle, donc là, pour revenir à ce que tu disais, Arnaud, commence et recommence, hein, de Joyce, de Recall. Ce que Martine va dire, c'est finalement on est dans le brouillage. On est dans le brouillage des langues, puisque dans les hypermédias, nous sommes dans la multiplicité des médias, nous sommes aussi dans le brouillage de la langue. Donc, citation de l'entrevue, Martine Nedam dit « D'après ma propre expérience, et je pense surtout à mon vécu en ligne des 15 dernières années, c'est souvent ce brouillage qui a servi de moteur à la création. Alors, lorsque quelqu'un se fait le défenseur de la pureté des langues, j'ai envie de dire, mais si vous nous aviez enlevé ce mélange, on n'aurait pas pu créer. L'impulsion créative est venue de ces situations étranges où les langues se mélangeaient ou se dégradaient, nous forçant à inventer de nouvelles solutions pour communiquer et nous exprimer. C'est d'ailleurs pour rendre compte des bizarreries linguistiques du web que j'ai inventé Mouchette. Car quand je repense aux quelques moments originels qui ont présidé à sa naissance, il s'agit précisément d'un moment où il y avait un décalage entre les langues. Donc, je reviens à ton idée de la quête de la texture. On est aussi dans ce mélange-là. Et je continue avec ce qu'elle dit, que vous préfériez l'expression multilinguisme sauvage à bilinguisme, c'est la question que tu lui as posée, Joël. Donc, multilinguisme sauvage, bilinguisme, trilinguisme, quadrilinguisme, pour parler de vos œuvres. Donc, dans l'entrevue, Martine veut dire, finalement, Mouchette, c'était l'expérience d'un multilinguisme sauvage. Et donc, pas la question du canon littéraire ici, ou d'une traduction, et de vouloir perpétuer finalement un corpus, non, de tout de suite vouloir mêler ces différentes couches. Et elle a une très très belle
figure, en fin de compte, métaphore pour expliquer les niveaux de langage. Et je vais encore citer l'entrevue. À l'époque, j'ai été formée par la présence du code que je pouvais déchiffrer sans avoir aucune compétence informatique formelle. Maintenant, ce serait peut-être différent. Avec la multiplication des langages informatiques, parce que ça aussi, c'est un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, quels que soient les autres, et le problème pour Orange est justement d'être dans la connaissance d'œuvres hypermédiatiques qui sont sous flash et qui sont en train de disparaître et qu'il faut préserver quelque part par une traduction. Donc, maintenant, ce serait peut-être différent avec la multiplication des langages informatiques, ça devient de plus en plus difficile de s'y retrouver. Cependant, cette idée de chair et de peau, de code et de surface, formant ensemble un corps, demeure quelque chose à la surface, quelque chose qui est en dessous de la surface. C'est comme si un autre corps était placé en face du corps de l'internaute. On ne comprend peut-être pas toujours ce qui se passe sous la surface. On ne comprend pas toujours le code. De la même façon qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on rougit sous le coup d'une émotion. Mais ces manifestations de surface, même incomprises, nous rappellent néanmoins la présence de la chair sous la peau. Donc, la métaphore de la profondeur et de la surface est de pouvoir traverser donc ces strates, ces lignes de fuite, et quelque part, je pense à ton inconscient de Catherine Hill dont tu as parlé tantôt. Pour moi, ce que Martine Mesdames dit dans cette entrevue avec Noël, c'est un peu ça. C'est que j'ai ces deux couches et que nous sommes toujours en train de... On dirait que dans cette optique de la traduction, la langue de départ est la langue d'arrivée et qu'il y a une certaine pureté qu'on va garder vers l'autre langue et que là, on est pris avec les couches non seulement du code qu'il faut préserver dans une nouvelle formalité, ça devient de plus en plus complexe et peut-être que le multilinguisme ou l'expression multilinguisme sauvage de Martine Mesdames va nous permettre justement de nous en sortir et d'accepter qu'il y aura une voix synthétique, il y aura des bouts en anglais qui seront encore là, c'est pas grave, il y aura une partie qui sera traduite, mais ce que nous sommes en train de faire, c'est de donner accès à ce corpus. Donc, les contours, le concept que tu reprends de Michael Joyce et de son travail, je pense qu'il est encore à l'œuvre dans ce que nous sommes en train de faire. On est en train de faire certains contours et moi, je ne peux que me réjouir de l'expérience que nous avons eue pendant toute l'année, ne serait-ce que le dialogue soit commencé. Pour moi, ça veut dire que 15 ans plus tard, justement, on y est. On est dans la traduction. On a eu plusieurs équipes d'étudiants qui ont embarqué avec le travail de collaboration qui va se faire entre nos universités. On peut espérer que la traduction des Patchwork Girl ou autres œuvres majeures sera faite. Mais on sait très bien, je pense que vous allez un peu s'en parler que moi, qu'il faut encore être en relation avec l'auteur. Le fait d'avoir été tout le temps en contact avec Mark Marino vous a permis aussi d'aller dans le code et d'aller beaucoup plus loin. Dans le cas de l'œuvre de Stuart Moffat, toujours en train de les confondre, c'est quand même les deux grosses figures, il y avait comme une médiation qui devait se faire, qui passait par l'éditrice, qui passait par la rédactrice qui connaît ce milieu et qui devait comme s'interposer pour aider l'étudiant qui avait fait une partie et qui s'attendait à ce que son œuvre soit traduite et mise en ligne. Et il a fallu que j'explique à l'étudiant, c'est pas comme ça, il faut que tu sois en contact avec l'auteur, il faut que tu vois quelle partie doit être traduire, parce que l'étudiant en traduction était encore en j'ai juste du texte et du texte à traduire, puis ça va se faire tout seul. Non, c'est aussi un gros travail de collaboration que nous avons à faire en équipe. Et peut-être que ce qui est intéressant dans le travail de la traduction des hypermédias, et ça, vous pouvez le lire dans le compte-rendu en fait, des deux profs de Poitiers, comment elles ont travaillé avec leurs étudiants pour faire la traduction, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte qu'en les rendant autonomes, cette équipe d'étudiants-là a bien vu qu'en tant que formation de traducteurs qu'ils étaient, ah ben oui, il faut que je travaille avec l'auteur, il faut que je revienne, je ne suis pas juste devant un papier et en train de faire un travail de linguiste, n'est-ce pas?
Et là, ça ne veut pas dire que vous devez apprendre à faire du codage, c'est pas du tout ça, parce que dans les œuvres, par exemple en Flash, tout ce qu'on a à faire d'habitude, c'est l'action script est tel quel, les lignes de code sont telles quelles, ce qu'on est en train de traduire, c'est, comme tu disais très bien, ce que Manoï, tu vas nommer toutes les parties de la base de données, les variables en fin de compte, c'est ça qu'on traduit et qu'on donne. Moi, je trouve très intéressant l'expérience justement des contours, l'expérience d'avoir travaillé et d'avoir eu différents résultats. Ceux qui, comme vous, sont allés vraiment en profondeur et vous avez tout traduit, vraiment vous êtes allés voir le code, ceux qui ont décidé, bon, mais cette partie-là on ne le fait pas, puis d'autres qui avaient besoin donc vraiment d'une nouvelle couche s'ajoute, qui n'a pas été faite, mais c'est devenu donc du Google Translate, ou c'est devenu une voix qui était une voix, on va dire, non humaine. Donc peut-être ce cyber-traducteur dont tu parlais tout à l'heure, moi c'est une notion que je trouve très intéressante, que je ne connais pas encore très bien, mais je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec cette partie-là pour les œuvres intermédiatiques. Donc, moi, j'allais pas prendre beaucoup de place de toute façon dans l'atelier, c'était juste pour présenter le travail de la dernière année. Vous dire que moi, je pense qu'on est dans une littérature déconcertante, qu'on est en train de redéfinir et qu'il faut qu'on rajoute un chapitre à ce que Dominique Viard et Bruno Mercier ont fait, parce qu'on ne peut pas juste s'arrêter au livre de François Roux, qu'on est au-delà d'une pureté de la langue, probablement, mais plutôt vers une langue à traduire, encore en train de